Le 19e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi dans les nouveaux locaux de l'organisation à Addis Abeba sous le thème « Stimuler le commerce intra-africain ». Les représentants des États membres devront se pencher sur différents rapports des réunions ministérielles organisées par la Commission au cours des 6 derniers mois. L'un des moments forts de la réunion sera la réélection du président de la Commission de l'Union. En janvier dernier, l'organisation avait échoué à départager le Gabonais Jean Ping et la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, tous deux candidats à la présidence de la Commission. Les chefs d'État avaient jugé plus sage de reporter l'élection. 6 mois plus tard, tous campent encore sur leur position. Ni l'Afrique centrale, ni l'Afrique australe n'ont accepté de se désister. Pas plus qu'ils n'ont décidé de modifier les règles du vote qui, début février, avaient mené à l'impasse. La crise au Mali sera essentiellement évoquée au cours d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union. Bamako reste suspendu de l'organisation africaine depuis le coup d'État du 22 mars, mais plusieurs chancelleries ont émis le souhait d'accueillir dans la capitale éthiopienne et à titre exceptionnel le président malien par intérim, Diokounda Traoré, réfugié à Paris depuis la violente agression dont il a été victime le 21 mai. Le Mali et la RDC figurent parmi les pays en conflit. La recherche de la paix est l'autre enjeu de la rencontre d'Addis Abeba. Un accord de subvention au profit des femmes entrepreneurs rurales africaines a été signé ce jeudi entre la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. L'accord, qui porte sur un montant d'1 million d'euros financé par l'Espagne, vise à promouvoir le projet de création des incubateurs ou pépinières d'entreprises de femmes entrepreneurs rurales africaines intervenant principalement dans le domaine agricole. Ce projet est destiné à soutenir les initiatives en matière de renforcement des capacités économiques de ces femmes, à promouvoir l'entrepreneuriat rural et à valoriser les ressources agricoles. Le marché commun de l'Afrique orientale et australe et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont les deux communautés économiques régionales pilotes pour la mise en place du projet. Soubresaut et agitation dans la province du Nord Kivu au Congo. Après la prise de Rutshuru et de Bunagana par le M23, Goma est devenue leur nouvelle cible. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, s'est déployée depuis hier dans cette ville, alors même qu'on signale dans les environs la présence des forces rebelles. Notre mission principale est de faire barrage au M23 qui se déplace en ce moment en direction de Goma. Nous avons confirmation de cela, donc nous les arrêterons. C'est notre mission, nous les empêcherons d'atteindre la ville de Goma. Des craintes demeurent quant à la détérioration de la sécurité et la dégradation de la situation humanitaire dans cette partie du pays. L'attitude du gouvernement déterminera notre réaction. S'il veut la guerre, nous sommes prêts à en découdre. S'il veut négocier, nous serons dans le même état d'esprit. Si cela signifie prendre la ville de Goma, nous nous y rendrons. Tout dépend du gouvernement. L'impact des précédents affrontements entre les mutins du M23 et l'armée se fait ressentir depuis plusieurs jours. Des centaines de personnes affluent vers les camps de réfugiés. Pour beaucoup, il s'agit d'attendre et de voir venir. D'autres perdent petit à petit espoir et se rendent compte que cette situation va perdurer et que le conflit est en train de s'installer. Pendant ce temps, l'ONU intensifie ses efforts en renforçant la présence de ses troupes à Goma. La protection des civils demeure une priorité. Les forces onusiennes sont en première ligne. Elles sont là pour renforcer l'action de nos militaires. Les casques bleus et l'armée du pays doivent faire ce travail ensemble pour ceux qui nous soutiennent. Les jours qui viennent annoncent un bras de fer musclé entre l'armée congolaise et le M23. Les réactions se multiplient au Togo après la démission du Premier ministre Gilbert Fosun-Ungbo qui a présenté mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le président de la République l'a accepté et à cette occasion lui a demandé d'expédier les affaires courantes. Aucune précision n'a été fournie sur les raisons de sa démission. Une démission qui fait la une de la presse nationale et reste largement commentée dans les rues de Lomé. Je me dis que ce n'est pas le ministre qui a présenté sa démission, ou bien c'est peut-être le président qui a exigé la démission du Premier ministre pour faire leur jeu. Monsieur
Ngbo, à son arrivée à la primature, nous avait promis qu'en 6 mois, il changerait substantiellement le bien-être des Togolais. C'est dommage que, à l'approche des choses là, des législatives, il a démissionné parce que. Et puis il n'a jamais fait un bilan de son exercice. Les acteurs politiques et la société civile ne sont pas en reste. Le collectif Sauvons le Togo a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'il ne participera pas aux consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. Pour sa part, l'Alliance nationale pour le changement ANC, principal parti de l'opposition, indique qu'elle n'est nullement intéressée par une participation à un quelconque gouvernement. Son instance dirigeante aurait été invitée à s'associer à des échanges qui devraient déboucher sur la formation d'un nouveau gouvernement. La démission de M. Ngbo intervient dans un contexte où le gouvernement fait face depuis quelques jours à une série de manifestations du collectif Sauvons le Togo qui dénonce l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi modifiant certaines dispositions du code électoral alors qu'un scrutin législatif doit avoir théoriquement lieu en octobre. Lagos, la mégalopole nigériane, abrite jusqu'à demain le 2e sommet des femmes d'affaires d'Afrique. Une rencontre soutenue par la Banque africaine de développement et à l'initiative de l'association panafricaine New Faces, New Voices. New Face, New Voice essaie d'augmenter le nombre de femmes dans les affaires, dans l'économie et spécialement dans le secteur des finances, aussi bien qu'elles pourront se faire entendre. Ainsi, elles peuvent parler de choses auxquelles elles croient et partager leurs grandes idées et innovations pour le développement de l'Afrique. La population africaine se compose en grande partie de femmes. Entreprenantes et dynamiques, elles ont encore du mal à bénéficier de crédits importants pour développer leurs entreprises. Pour Sadia Gueye, les choses doivent désormais s'accélérer. Il faudrait que maintenant qu'ils misent sur les entreprises des femmes. S'ils veulent que l'Afrique se développe, s'ils veulent qu'on se développe, parce qu'on est des gens qui sont débattantes et beaucoup sont laissés en rade et on ne les prend pas trop en compte et il faut que ça cesse. Un rapport de l'OCDE souligne qu'un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur informel. Cependant, leur impact dans l'économie reste très faible. Alors ce sommet est un point de départ pour s'imposer sur le continent. Une scène de désolation, des carcasses de véhicules et des dizaines de corps calcinés, c'est un autre drame qu'a connu hier le Nigeria. L'accident d'un camion qui a fait une embardée pour éviter de percuter 3 véhicules arrivant en sens inverse. Peu de temps après l'accident, des centaines de personnes ont afflué pour récupérer le pétrole. C'est malgré les avertissements des soldats contre le danger imminent d'un incendie. Prisonnières des flammes, une centaine de personnes trouvera la mort. 85 corps non identifiés ont été aussitôt enterrés sur les lieux de la catastrophe. Aux morts s'ajoutent une cinquantaine de brûlés graves. Le camion citerne était couché bien avant qu'on arrive. Les gens étaient déjà là en train de récupérer le carburant. Je leur ai dit que c'était dangereux et que personne ne devait s'approcher après un tel accident. Les accidents graves de ce genre sont fréquents au Nigeria où de nombreuses routes sont en mauvais état. Les camions sont souvent vieux et mal entretenus. Il n'est pas rare de voir des camions abandonnés, parfois détruits dans de violentes collisions le long des autoroutes nigérianes. Cet après-midi, à Paris, l'opposition congolaise organisait un sit-in à proximité de l'ambassade du Congo. Les forces de l'ordre étaient aussi au rendez-vous. Les mines contrariées en disaient long sur cette présence. Nous venons ici pour protester. Devant l'ambassade, nous n'avons aucun droit. Donc moi, j'aimerais bien savoir, finalement, si nous n'avons pas de droit au Congo, nous n'avons pas de droit en France, qu'est-ce qui va devenir du peuple congolais? Entre altercations, cris et pleurs, les manifestants ont exprimé leur colère vis-à-vis du régime de Brazzaville. Ils pointent du doigt la longévité du mandat du président Denis Sassou Nguesso et la tenue d'élections législatives ce dimanche. Selon eux, les dés seraient pipés. C'est un non-événement. Un non-événement. Parce qu'il n'y a jamais eu des élections convenables en Afrique. Monsieur Sassou est capable de gagner le Congo même avec un seul électeur.
pour moi, il n'y a pas à aller voter. Je demande au peuple congolais de ne pas aller voter à cette mascarade. Les manifestants congolais interpellent sur la situation des opposants sur le continent africain. Le rassemblement avait aussi pour but de lancer un appel au président français François Hollande et à la communauté internationale. Nous souhaitons aujourd'hui sortir le Congo de l'impasse, parce que nous ne souhaiterions pas que ce qui est arrivé dans d'autres pays du Maghreb puisse arriver chez nous, que ce qui se passe en Syrie puisse arriver chez nous. Donc c'est pour ça que nous avons toujours pensé en tant que démocrates, en homme pacifique, que la solution pour le Congo, ce n'est pas en organisant des élections truquées. Le désarroi et l'impuissance se lisaient sur le visage de beaucoup. La tension était palpable. Le prochain verdict des urnes ne fera pas l'unanimité au sein de la diaspora congolaise. Le Grand Théâtre National de Dakar a été pris d'assaut par des centaines de jeunes vibrant au rythme de Dabrins, de Human ou encore de Bataillon Blindé. Ce sont les notes de la célébration des 20 ans du hip-hop sénégalais. Notre message, c'est un message qui est social. Nous, on fait du rap conscient. C'est-à-dire qu'on essaie de participer au développement des consciences, au développement des masses, de la conscientisation des masses. C'est-à-dire qu'on parle des tares de la société, on parle de ce qui ne va pas. On est un peu des chroniqueurs sociaux, on est un peu des journalistes en fait. On parle de ce qui se passe quotidiennement sous nos yeux, on parle de la misère, on parle de la politique aussi. Et on essaie de positiver les esprits des gens, leur dire que voilà, il faut se battre, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas tout attendre du gouvernement. En clair, il s'agit d'un hip-hop utile et engagé. Les problèmes de la jeunesse, la pauvreté, le déficit d'éducation, tous les différents maux dont souffre la société sénégalaise sont passés au crible. Ils ont la chance, en tout cas, d'avoir des milliers de gens et des millions après, parce que tout est reporté sur le net, quand on vous regarde à la télé, de passer des messages intelligents, des messages qui vont aider notre pays et des messages très, 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 très positifs pour l'histoire de ces enfants. Parce que moi, quand je parle, la retombée, c'est toujours sur les enfants qui sont en situation de rue.